Salut à toi, c'est Gitaku et bienvenue dans ce nouveau format de petit épisode qu'on va appeler Série en série. C'est l'émission qui parle des séries et de son histoire et qui se fout des acteurs et des réalisateurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'une petite série développée sur la chaîne YouTube qui s'appelle Night Flyers ou Night Flyers en français. Donc cette série va parler d'un vaisseau ultra technologique qui est en direction vers quelque chose qu'on appelle le Volcrine, une nouvelle source d'énergie. Donc cette nouvelle source d'énergie est censée pouvoir sauver la Terre qui est en déperdition et qui ne possède quasiment plus de ressources et plus grand chose. Alors avec cette nouvelle source d'énergie, on va pouvoir sauver la Terre. Ça, c'est le résumé basique que vous pouvez trouver sur tous les sites qui parlent de cette série. Maintenant, je vais essayer de vous faire un résumé non spoiler, un peu mieux que ça, parce que c'est pas exactement... c'est le thème, mais on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est que cette série juste en lisant ce petit résumé qui ne raconte pas grand-chose. Donc en gros, on a une équipe de scientifiques qui a créé une machine qui est capable de communiquer à travers les pensées, et qui a donc pris à son bord justement un scientifique spécifique pour cette machine. On a un xénobiologiste, on a une informaticienne, on a une femme de main. C'est pas un homme, non, c'est une femme de main. On a un capitaine, bien sûr, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur, des mécaniciens, des gardes, tout ce qu'il faut pour faire tourner le vaisseau. Et donc énormément de personnages. Donc ces scientifiques sont partis pour analyser le Volcrine, voir si on peut rentrer en contact avec cette chose, ces extraterrestres, cette forme de vie, cette comète, ou n'importe quoi, et voir si on peut en apprendre la nouvelle technologie de façon à pouvoir la ramener sur Terre. Mais ce n'est pas uniquement ça qui va nous motiver tout le long, et une recherche sur ça, non, on aura énormément d'événements extérieurs qui vont arriver. On sait par exemple dans les 4 premières minutes du film, donc c'est pas un gros spoil, mais c'est juste dans les 4 premières minutes du film, que la folie va s'emparer du vaisseau et qu'il est possible que certains membres de l'équipage tuent d'autres membres de l'équipage. On sait aussi que du coup le Night Flyers à un moment ou à un autre devient invivable, dans ces 4 premières minutes bien sûr, et on sait aussi que ce Volcrine paraît pseudo-dangereux malgré tout. Donc c'est pas de tout repos. Et on a aussi, donc, dans le premier épisode, quelque chose qui nous fait dire que le vaisseau hyper technologique, géré par des ordinateurs, où on peut tout faire à distance, ainsi que le capitaine est capable de le faire, il a peut-être tendance à vouloir aussi, tuer les membres de l'équipage. Donc on se retrouve ici dans un scénario tout à fait thriller, horreur, légèrement gore, qui va tenir en haleine le spectateur et qui va vous permettre, au fur et à mesure de l'avancée de l'aventure, de vous faire des petites théories sur chacun des personnages, sur ce que c'est que le Volcrine, sur ce que c'est qui tue les personnages à l'intérieur du vaisseau, et ce qui va se passer par la suite, et même d'imaginer peut-être la fin de la saison ou de la série. Donc c'est une superbe série parce que elle tient en haleine, elle a un bon rythme, les acteurs sont bons, franchement sont bons, et l'histoire qui va se dérouler derrière est très très fournie en aventure, en scénario et en développement de personnages, donc c'est une très bonne série. Nous allons donc maintenant passer à la présentation des personnages, qui va vous permettre de peut-être vous mettre un peu plus dans le bain de cette aventure. Allez, c'est parti! Nous allons commencer avec le premier personnage. Le premier personnage est Carl D. Brannin, un astrophysicien et aussi scientifique de renom qui a créé une espèce de machine qui ressemble, on va appeler ça au Cérébro par exemple pour vous faire une idée. Donc l'idée c'est que cette machine vous transporte dans un monde en 3D qui correspond à votre pensée, vos souvenirs et tout ce qui est en rapport avec votre cerveau et votre visualisation. Donc via des petits lasers qui sont mis sur des petits réceptacles ronds tout autour, des lumières arrivent dans vos yeux et vous transportent physiquement, entre guillemets, dans un monde pseudo-parallèle. Donc cette machine a surtout été créée à la base pour pouvoir parler avec cette forme d'énergie au loin qu'on va appeler le Volcrine, parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent dans la série, c'est le Volcrine. Donc cette machine aura comme but principal d'essayer de communiquer avec le Volcrine, et ainsi donc pouvoir entrer en conversation avec cette forme d'énergie ou cette chose qui se trouve dans l'espace. Alors bien sûr, l'astrophysicien Carl est le personnage principal de cette histoire, donc il va être très important de suivre le déroulement de son aventure, car c'est grâce à ce personnage que nous allons découvrir qu'est-ce que le Volcrine, comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il fait. Malgré que ce personnage soit très ambigu,
à qui à certains moments, moi, j'ai eu souvent envie de lui coller des claques parce qu'il est un peu borderline. À des moments, on se croirait un petit peu dans le... voir le personnage de Event Horizon du professeur joué par Sam Neill. À certains moments, tu te dis, mais le mec est quand même un peu taré, comment ça se fait qu'on lui fait confiance et autres. Mais c'est pas mal, il lui arrive pas mal d'histoires sympathiques, donc énormément de rebondissements, et donc personnage central de l'histoire, très important. Son histoire de pourquoi en fait il se trouve là, et ouais, comment ça se fait qu'il a été recruté donc par le capitaine du Nightflyers. C'est parce qu'en fait il lui est arrivé quelque chose d'assez badant dans sa vie, c'est-à-dire que dans sa vie, avant de s'envoler pour ça, il avait une fille et une femme. Mais sa fille est morte d'une maladie incurable. Et donc sa femme a décidé de le quitter, et donc lui donc de partir entre guillemets dans l'espace pour faire une pause. Mais on va se rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, dans ce nouvel univers qu'est la Terre de cette époque-là, en fait sa femme a décidé de suivre un processus qui va lui effacer la mémoire de façon à ce qu'elle oublie complètement ce qui est arrivé avant, donc son mari aussi. Donc c'est une bonne raison pour lui de partir dans l'espace à la découverte du Vol'Kryn et peut-être d'extraterrestres ou de forces légendaires, cosmiques, qui pourraient sauver la Terre. Donc là, c'est notre personnage principal. Notre deuxième personnage important est Eris Roy, le capitaine du Nightflyer. Le capitaine du Nightflyer vit, on pourrait croire, sur le vaisseau ou sur Terre. On n'est pas très sûr au début de l'aventure, bien sûr, si vous regardez la série Nightflyer, vous serez plus au courant, mais on sait qu'il peut contrôler le vaisseau depuis là où il se trouve, c'est-à-dire qu'il peut utiliser les objets électroniques, allumer, éteindre, fermer, ouvrir les portes, enfin plein de choses sur le vaisseau, et il peut aussi carrément prendre une forme physique via un espèce d'hologramme. Donc c'est assez intéressant, on le verra aussi par la suite sous forme physique, réellement interagir avec les gens. Et tout ça dans une optique de développement spécifique pour ce personnage, parce que ce personnage va avoir tout un plan d'histoire qui va être abordé spécialement sur lui, qui sera bien sûr un plan technologique et informatique, parce que ce vaisseau, bien sûr, qui est à la pointe de la technologie et autres, utilise énormément d'informatique. Et on sait que l'informatique, ça peut partir en couille, on a tous déjà vu iRobot ou des choses du genre. Donc on sait que l'informatique c'est bien, c'est pratique, ça permet de faire des tas de choses, mais que ça peut aussi couiller grave, et que souvent, quand on a affaire à un truc comme le Vol'Kryn, qu'on sait pas ce que c'est une énergie capable de sauver la Terre et qui est en déplacement ou stable dans l'espace, et qu'on sait pas ce que c'est, peut-être que ça peut interagir sur les corps, peut-être que ça peut interagir sur l'informatique, on n'est pas trop sûr de tout, il peut toujours y avoir des virus informatiques, des portes cachées, des bugs de système, et ainsi de suite. Donc le commandant Roy Eris, qui est surtout relié donc à la matrice et à la direction du Nightflyers, a une grande place ici dans cette série, et pour moi fait partie des personnages les plus importants, donc c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième personnage plus important dans la série Nightflyers. Troisième personnage, nous avons Rohan. Rohan, c'est le pote de Carl, c'est un xénobiologiste, donc l'idée de ce personnage, c'est de le mettre dans l'équipe des scientifiques de façon à pouvoir étudier tout ce qui est tout ce qui est de biologie intersidérale, donc tout ce qui ne pourrait par exemple être des corps physiques d'extraterrestres, des bactéries étranges, et ainsi de suite. Et donc c'est le pote de Carl depuis très longtemps, donc ils s'entendent très très bien. Rohan a un rôle surtout de moralisateur et de type pseudo-normal dans cet univers, hein. Il va nous relier, les personnages ont tous des intrigues plutôt principales qui vont les lier à des aventures fixes, tandis que Rohan, on pourra plus se retrouver dans ce personnage qui a beaucoup d'humanité, qui dit des choses pas bêtes, et qui peut, bien sûr, donc, comme un être humain, partir en cacahuète à gauche, à droite, parce que ça va pas et que ce serait plutôt normal. Il va avoir même la chance d'avoir une aventure romantique à l'intérieur du Nightflyers pendant le voyage du vaisseau, et de découvrir, bien sûr, plein de choses étranges, fantastiques et bizarres. Ce personnage a une importance car on le voit directement dans la scène d'intro de la série de Nightflyers, et il présente tous les symptômes du tueur psychotique. Donc comment est-ce que ce gentil petit pote de Carl, le xénobiologiste qui est là pour aider les scientifiques, va devenir ce soi-disant tueur psychopathe qu'on voit dans les quelques premières secondes de la série et de l'ouverture du Nightflyers. C'est donc une intrigue de base, hein, je vous ai pas spoilé, c'est fait exprès, c'est fait au début de la série, vous le verrez. C'est un des personnages importants et qui
a donc une incidence sur la fin de cette saison, en tout cas de la saison 1. Nous allons donc maintenant passer à des duos de personnages. Pourquoi duos de personnages? Parce que ce sont des personnages qui interagissent les uns avec les autres et qui sont importants dans l'histoire et qui se soutiennent mutuellement et qui ont une histoire parallèle. On va commencer par Agatha. Agatha, c'est une psychologue, donc elle est venue dans le vaisseau pour faire son travail de psychologue, c'est-à-dire tenter de résoudre les problèmes que pourrait engendrer le mal de l'espace, la folie des endroits confinés, ou simplement la peur de la rencontre avec le Volcrine ou autre. Donc ça, c'est son boulot d'origine. Ensuite, elle va avoir un travail supplémentaire, car Tail, un des personnages qui va rentrer dans le Night Flyers, est un level 1. Qu'est-ce que c'est qu'un level 1 ? Alors sur Terre, dans le futur, on a des personnages qui développent des pouvoirs psychokinétiques et des pouvoirs psychiques. Et donc Tail est une personne qui possède d'énormes pouvoirs psychiques. Donc ces pouvoirs psychiques, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce qu'on peut faire avec autant de pouvoirs psychiques? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, je vais vous expliquer. Il peut rentrer dans votre esprit, il peut donc lire vos esprits, lire vos pensées, vous faire voir ce qu'il veut, vous faire des chocs psychiques, en gros, peut-être même contrôler votre corps, ça on n'est pas sûr, et discuter à distance avec des gens, enfin, énormément de choses qui rendent donc ces personnages hyper dangereux, et donc Agatha a été formée pour s'en occuper. Donc évidemment, les deux personnages, celui de Tail et celui d'Agatha, vont avoir un avenir soudé, parce que à chaque fois qu'on aura besoin de Tail pour faire certaines choses, Agatha sera toujours présente et leur dira de faire attention, parce que c'est un personnage qui a beaucoup de pouvoir, mais en même temps qui est gentil, donc elle va le défendre dans certains cas, dans d'autres cas elle va plutôt faire un petit peu sa maman et l'empêcher de faire des choses qu'il pourrait très bien faire, et lui au fur et à mesure qu'il va se rapprocher du Volcrine, c'est pas un spoil mais au moins ça te donne l'envie, il faut savoir que ses pouvoirs vont se décupler de plus en plus, il va devenir de plus en plus fort, de plus en plus puissant. Donc même si au départ, bien sûr, l'aventure se tourne sur le côté basique de l'histoire, comme on pourrait vous la décrire, donc Tail est un méchant, Agatha doit le surveiller parce qu'il a des méga pouvoirs, on va voir qu'il va réussir à développer une amitié avec les gens sur le vaisseau, et qu'à un moment il fait même c'est assez rigolo, il fait faire des trips aux mecs dans le vaisseau, genre par exemple, toi t'as jamais fait de saut à l'élastique ou comme ça, tiens tu sautes mais sans élastique, t'as pas besoin, c'est moi qui te retiens et tout, c'est assez fun. Visuellement, l'utilisation des pouvoirs dans le cerveau des gens, quand on voit les utilisations du pouvoir de Tail dans le cerveau des gens, c'est juste, mais c'est monumental. L'effet visuel est juste monstrueux, j'ai trouvé ça monstrueux, donc c'est hyper cool. Et donc, évidemment que ces grands pouvoirs psychiques auront un lien en fin d'histoire. Grâce à Tail, on va pouvoir arranger plein de problèmes qu'on va avoir, parce que c'est quand même assez balèze d'avoir quelqu'un qui peut te parler télépathiquement ou te transférer des informations via des plans ou via la tête de quelqu'un d'autre pour que tu puisses faire des choses que tu n'es pas capable de faire. Donc c'est hyper cool, c'est un très bon personnage, c'est un duo qui marche très bien, et surtout que Agatha fait partie donc des 4 premières minutes de la série Night Flyers, et elle est poursuivie, et... Ah, je vous en dis pas plus, mais j'avais déjà envie de spoiler. Allez, on va passer au personnage suivant. Notre deuxième duo est composé de Melanta et Lummi. Ce sont deux filles qui ont, une histoire d'amour, on va le dire très clairement, elles ont une histoire d'amour à travers le vaisseau et le Night Flyers, mais ce sont deux personnages totalement différents. Vous avez Melanta qui est une guerrière accomplie, qui a été génétiquement modifiée pour être parfaite, et qui fait office de bras fort. Elle est résistante, par exemple, aux émissions nucléaires, au vide spatial, à des tas de choses. Elle est donc parfaite, elle a été créée en laboratoire, et elle est directement sous les ordres de Carl. C'est son homme de main, la personne de confiance à qui il faut donner les informations, et qui sert un peu de garde du corps, et ainsi de suite. Et elle est donc en couple avec Lummi qui est l'informaticienne, et qui a donc la capacité, comme dans la majorité des films de science-fiction, de se connecter aux machines. Elle a un espèce de truc dans le bras, elle peut se brancher dedans, et via ça, elle a accès directement au système informatique du Night Flyers. Donc il est évident que Lummi va avoir beaucoup d'interactions avec Eris, le capitaine, ainsi que le système informatique du vaisseau, ce qui vous laisse sûrement entrevoir quelques possibilités, parce qu'évidemment, comme je l'ai dit pour l'histoire du capitaine, dans un vaisseau technologique, vous avez un système informatique, vous avez des machines, vous avez des tas de choses, et bien sûr, ça va risquer de bugger et autres, ou d'avoir des fantômes dans la matrice, ou des choses du genre, et donc le personnage de Lummi sera très efficace. De 1, déjà, pour aider Carl avec sa grande machine, qui peut lire dans les pensées et communiquer avec le Volcrine, et de 2, aussi pour pouvoir régler les problèmes et trouver
qu'est-ce qui va pas au niveau de l'informatique, de la connexion, du vaisseau, à chaque fois qu'on aura un problème à l'intérieur. Donc c'est un personnage hyper important, on va voir beaucoup d'elle. On sait que, par exemple, je peux vous le dire sans trop vous spoiler, que contrairement à sa copine qui a été génétiquement modifiée, qui est prête et qui a été quasiment faite pour cette aventure, elle vient d'un petit camp reculé dans lequel elle faisait du hacking sur les réseaux pour vendre du pognon, et puis qu'elle s'est fait repérer, et ainsi de suite, elle est montée jusque-là. Donc elles ont deux aventures totalement différentes, ce qui va les lier entre eux de façon amoureuse, et qui va aussi créer des tensions, des volontés de sauver l'un, sauver l'autre, et quelques oppositions l'une à l'autre, ce qui met une bonne dynamique en place au niveau de l'histoire du vaisseau, et qui permet de mettre plein d'événements différents, ainsi que d'actions différentes à travers cette série. On va finir donc cette présentation des personnages avec Oggy. Oggy qui est l'ingénieur du vaisseau, donc qui connaît le vaisseau, qui l'a construit et qui sait comment il fonctionne. Il est aussi un petit peu psychologique, il cherche à savoir comment les gens se comportent sur leur vaisseau, comment est-ce qu'ils trouvent le vaisseau, qu'est-ce qu'ils pratiquent pour le vaisseau. Il sert aussi un petit peu de capitaine remplaçant à la barre pour diriger le vaisseau, pour donner des informations et autres. Il est très lié à la famille du capitaine Eris. C'est un personnage qu'on verra pas souvent, mais qui a pas mal d'interactions qui mettent son personnage en avant et qui nous font douter sur sa capacité à être un gentil. C'est le premier personnage où je me suis dit, toi tu pues. Même si, au final, j'ai trouvé que plusieurs personnages puaient, j'ai trouvé que lui, il puait déjà de base. Et je vais pas vous dire si c'est la vérité ou pas, mais c'est un personnage qui est bien foutu, qui n'a pas beaucoup de background, parce que c'est pas très important, mais qui nous apporte plein d'informations sur le vaisseau, le capitaine, la famille qui l'a construite et son fonctionnement. Donc c'est un très bon personnage aussi, bien trouvé, super. Et voilà, on arrive à la deuxième partie de série en série. Donc là, on va passer dans un univers un petit peu plus spoil, on va parler plus précisément de l'aventure, de ce qui va se passer, de ce que vous allez rencontrer. Donc si vous voulez vraiment avoir aucun indice sur cette série et que ça vous tente juste par rapport au personnage et au petit résumé que j'ai fait, ne suivez pas la deuxième partie de série en série, parce qu'on va parler un petit peu des intrigues et de ce que vous allez trouver dans l'aventure. Vous êtes prêts? On y va! Alors dans Night Flyers, on a plusieurs intrigues qui vont se lancer, et ça va rendre la série hyper dynamique. On a déjà, donc, dans ces 4 premières minutes du film, on a Agatha qui est poursuivie par Rohan, donc le xénobiologiste qui poursuit la psychologue, le xénobiologiste qui a une tête d'éther, mon gars il est psychotique à fond, le gars il a pété un câble, on sait pas trop, est-ce qu'il est possédé par quelque chose ou pas, on en a aucune idée. Il va donc poursuivre Agatha jusqu'à une espèce de petite clinique. Là, ils vont se faire un gros fight où elle va réussir à la voir et envoyer un message dans l'espace. Ce message dans l'espace étant n'essayez pas de rejoindre le Volcrine, n'essayez pas d'atteindre le Night Flyers, ne venez pas nous récupérer et surtout n'approchez pas. Là, l'intrigue est mise en place, boum, je me fais percuter directement et ça me rappelle un vieux film qui s'appelle Event Horizon. Donc Event Horizon, juste pour la petite histoire, c'était un vaisseau qui avait censé être capable de se déplacer par création de trous noirs d'un point à un autre dans l'univers, et il est parti, il est allé en enfer, et il est revenu vivant. Donc je me dis, putain, ça va être la caque, en fait on est parti sur vraiment un truc horreur, un maximum, et tout le monde va crever. Donc déjà, rien que la mise en place des 4 premières minutes du film, elle vous met là, elle vous dit, ma série, c'est un truc du genre, vous allez en chier. Donc vous avez la première intrigue, c'est quand est-ce qu'on va arriver à cette scène? Parce qu'en sachant que, au départ, tout le monde, Carl, Rohan, Agatha, Lomi, tout le monde est sympathique, tout le monde fait son job, tout va bien. Il n'y a pas de souci. La deuxième petite intrigue qu'on va voir directement dans le premier épisode et qui va nous mettre la puce à l'oreille pour les quelques épisodes à venir sur ce que va devenir la série, en fait, c'est que on a un des personnages qui va aller prendre sa douche, et puis vous avez donc ce capitaine omniprésent qui peut voir dans toutes les pièces, qui peut se balader n'importe où, qui peut activer des choses, le capitaine Eris, et il voit à travers des petites lumières qui sont vertes en fait. Et là, la petite lumière elle va changer de couleur, elle va passer à rouge, et puis celle qui est en train de se doucher va voir que dans la douche d'à côté, en fait, il y a un espèce de macabé en décomposition qui tient dans un liquide étrange, et puis là, son propre bac de douche va commencer à se remplir de sang, elle va plus pouvoir respirer, l'eau va aller jusqu'en haut, ça va être la caque, sa copine va venir la sauver à coups de hache en pétant le tube de douche, et là, quand elle lui dit « mais est-ce que ça va, tout va bien, qu'est-ce qui s'est passé ?» La lumière passe de nouveau de rouge à vert. Donc on sait déjà que
à partir de ce moment-là, le vaisseau lui-même va tenter d'atteindre à la vie des membres de l'équipage. Donc on a un ennemi qui se présente de base comme étant le vaisseau. Alors est-ce que c'est le vaisseau, le système informatique, ou est-ce que c'est le Volcrine qui est déjà en attaque sur le vaisseau et qui tente de communiquer ou d'interagir avec le vaisseau? Ça on sait pas, mais on sait déjà que le vaisseau est un danger en lui-même. Ensuite bien sûr, la deuxième intrigue la plus importante, hein, celle qui va alimenter toute la série, et c'est pour celle sur laquelle elle est créée, c'est le Volcrine. Alors comme je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, au fur et à mesure de la série, vous allez apprendre de plus en plus de choses sur le Volcrine. Vous allez apprendre que par exemple, au départ, il était stable dans l'espace, il bougeait pas, il était à côté d'une petite planète, et qu'après, il va commencer à bouger, et puis qu'il va changer de forme, qu'il va avoir des intensités différentes, et ainsi de suite, ce qui va vous permettre de faire à chaque épisode une théorie sur ce que c'est que le Volcrine. En vous disant d'un coup, tiens, ça peut être un vaisseau extraterrestre, tiens, ça peut être une énergie fantastique en déplacement, tiens, ça peut être une forme ou une masse vivante dans l'univers, tel, je sais pas, Galactus dans les 4 Fantastiques, le surfeur d'argent. Enfin, il y a plein d'idées qui vont pouvoir germer grâce aux informations que vous allez obtenir sur le Volcrine, et je trouve que c'est super intéressant. Les informations sont bien distillées, et elles sont hyper utiles à l'avancée de l'histoire. Donc c'est hyper cool, moi j'aime beaucoup ce principe où on vous permet de réfléchir et de théoriser sur la fin d'une saison ou d'une série, c'est hyper cool, je trouve ça hyper cool. Un autre petit thème qui sera aussi abordé tout au long de l'histoire, un petit peu avec tous les personnages, c'est la folie. La folie dans son plus grand terme, hein, dans le thème un petit peu Lovecraftien et autres, parce qu'au fur et à mesure qu'on aura des informations ou des contacts, par exemple ils vont envoyer une sonde au Volcrine qui va revenir, cette sonde va revenir et puis à l'intérieur elle marchera plus très bien, il y aura des interférences, des choses étranges, ils vont essayer de l'analyser et ils vont découvrir que dans la sonde, en fait tout le matériel électronique a été remplacé par du matériel vivant. Chelou. Mais ça crée de nouveau cette espèce de volonté psychologique des personnages à se dire est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel, est-ce que je pète un plomb, est-ce que je pète pas un plomb. Et on aura beaucoup de personnages qui vont passer par ces fluctuations de folie différentes. Et c'est bien intégré à l'histoire, et ça vous touche, en fait, là, au fond, vous vous dites, mais... Oui, mais non. Enfin, c'est hyper bien foutu, je trouve que le système d'avoir créé un univers un petit peu Lovecraftien qui peut porter sur la démence totale des personnages, c'est super bien foutu. D'ailleurs, Rohan, dans la scène d'intro de la série, on voit très bien qu'il a été atteint au plus haut point au niveau de la folie en elle-même. Dans Nightflyers, nous avons aussi donc ces humains suravancés psychologiquement que sont Tale ou bien Agatha. Plus tard, on découvrira aussi qu'elle fait partie de la même classe que Tale. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle est un très grand psychologue et qu'elle arrive à contrôler ou à comprendre plus ou moins les personnages avec des pouvoirs surnaturels. Parce qu'il est évident que Tale a un pouvoir bien plus grand que celui d'Agatha, qui est un tout petit pouvoir. Et donc, ce personnage de Tale va être hyper intéressant parce qu'il va ouvrir plein de possibilités scénaristiques et de découvertes et de réflexions sur la psychologie, sur les pouvoirs psychiques et ainsi de suite. Et surtout, les effets visuels qu'il a, genre la première fois qu'il arrive à bord du vaisseau, il est dans une cage, mais vraiment une cage méga blindée et tout, et les espèces de gardes armés avec leurs fusils et tout, ils lui font un peu chier, ils disent ouais, tu vas te calmer, machin et tout, nanana, alors qu'il a encore rien foutu. Et là, le gars, il va utiliser son pouvoir sur le chef des gardes, un petit peu, on va dire ça. Et c'est comme si le chef des gardes, il était placé devant un grand œil avec des bras et tout autour qui le regarde, et le gars, il se prend un choc psychique, le mec, il se fait étaler par terre, comme ça, sans bouger. Le mec, il l'a même pas vu, il est encore dans la cage et tout, tu te dis, mais putain, le mec, il est trop fort. Laisse tomber, ça peut partir en cacahuète, surtout que tu as déjà vu les premières scènes que tu as vues, l'idée de ce que pourrait être le Volcrine ou quoi que ce soit, tu te dis, si ce mec, il change de bord ou qu'il devient le méchant, mais c'est galère monumentale, le mec il peut tout péter quoi. Et là de nouveau je me suis retrouvé un petit peu dans l'idée du Event Horizon où tout d'un coup le capitaine avait tellement de pouvoir qu'il devenait ingérable pour les autres. Je me suis dit mais on peut faire des tas de choses hyper intéressantes, c'est super cool. Et donc son aventure va vraiment se développer, hein. Comme je l'ai déjà dit avant, il va au bout d'un moment avoir des potes, il va leur faire vivre des aventures via ses pouvoirs psychiques, il va pouvoir causer avec des abeilles, il va pouvoir causer avec des lapins.
il va pouvoir causer avec les gens dans le vaisseau un peu partout, et tout ça c'est hyper bien développé, et puis ses pouvoirs, bien sûr, au fur et à mesure qu'il va se rapprocher du Volcrine, comme je l'ai déjà dit, et ben ils vont augmenter, et en augmentant, bien sûr, le risque d'utilisation ou de rapprochement du Volcrine va devenir dangereux pour lui, comme pour Agatha, ce qui va créer encore une aventure supplémentaire, et encore des intrigues et sous-intrigues qui vont se développer, et qui vont donner encore plus de vie et d'activité à cette série. Sur un autre plan, un peu plus historique, pour expliquer qu'est-ce que c'est que le Nightflyers, d'où il vient, comment ça se fait qu'il soit là, comment il a été construit, qui sont tous ces personnages, on va avoir Meltana, Ogi et Eris qui vont avoir une histoire très personnelle à eux. On va expliquer d'où ils viennent, qui ils sont, et quel est le lien avec la famille Eris qui a produit en fait le Nightflyer pour tenter de faire cette mission pour sauvegarder l'humanité. Donc on aura énormément de choses sur qui est Eris en fait en réalité, parce qu'on va se rendre compte que au bout d'un moment, son corps physique qu'il a là dans le vaisseau, en fait c'est un droïde, c'est un androïde. Donc est-ce que c'est un androïde, est-ce que c'est un humain, est-ce que c'est une machine, est-ce que c'est le vaisseau? On va se poser des questions. On va avoir Lomi qui va donc du coup tenter de rentrer dans le vaisseau via l'informatique, parce que comme on a pu voir au début, le vaisseau tente d'agresser les personnages et de les tuer, donc il va falloir essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a dans le vaisseau qui veut tuer les gens. Alors bien sûr, elle va rentrer en action, ça va faire partie de aussi son aventure à elle dans cette série, et donc on va avoir des informations et du savoir sur le passé du capitaine Eris, de son lien avec Ogi qui est l'ingénieur du vaisseau, ainsi que son lien avec le vaisseau lui-même et cette aventure. Et pourquoi, qui, comment, et il faut savoir que tous ces personnages sont entre guillemets reliés entre eux, donc si vous voulez un peu essayer de chercher les réponses avant la fin de la série, vous avez une petite astuce ici pour tenter de trouver quelque chose, mais ça va être très difficile. D'ailleurs vous aurez un épisode spécifique sur la création de Meltana, et qui est assez intéressant, et qui vous permettra peut-être, avec les informations que vous avez maintenant, de prédire l'avenir, mais c'est vraiment pas sûr. On arrive maintenant donc à la conclusion de ce premier épisode de Série en série. Donc, Nightflyers, c'est de la bombe, l'idée c'est de la regarder, et si vous vous êtes fait plaisir à la regarder cette série, ou simplement à écouter mes petits commentaires et mon résumé, sans trop spoiler de cette aventure, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, voire partager cette vidéo à d'autres pour que d'autres puissent être au courant que cette série elle est bien et qu'il faut la regarder, voire même carrément vous abonner, parce que ce nouveau format de série en série va sortir assez régulièrement avec des séries différentes. On va essayer de pas parler trop des séries que tout le monde parle, on va pas parler de The Walking Dead, de Game of Thrones ou des choses comme ça, parce que blabla, tout le monde sait, tout le monde connaît cette aventure et tout le monde sait qu'il faut regarder, même s'il faut pas regarder The Walking Dead. Non. Arrêtez-vous la saison 2 si vous regardez, parce qu'après, c'est la merde. C'est la merde. Donc, je vous souhaite tout de bon, et surtout n'oubliez pas, si vous lisez un livre, que vous regardez une série, un film, que vous jouez à un jeu vidéo, ou alors que vous faites du cheval, faites-vous plaisir! Allez, ciao!